Bonjour à tous. C'était une très belle introduction. Je pense que j'aurais pas mieux fait pour vous introduire le sujet. Je reconnais beaucoup de visages qui étaient là la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, je me représente. Donc, Catherine Robillard, je suis travailleuse sociale professionnelle. Je fais partie de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux du Québec. À la première présentation qu'on a eue au mois d'octobre, on avait parlé, c'est ça, comme Daniel l'a bien présenté, on avait fait un beau résumé. C'est quoi le stress? C'est quoi l'anxiété? Puis certaines techniques de gestion du stress et de l'anxiété. Puis effectivement, on avait vu que d'apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas, sur les pensées anxieuses, entre autres, ça fait partie d'une des techniques de gestion de l'anxiété. Fait qu'aujourd'hui, je voulais qu'on voit ça un petit peu plus en profondeur. Ça reste quand même une introduction, donc dans le sens que c'est un peu plus général. Je n'irai pas dans des détails, dans des exemples détaillés de chacun de vos vies parce qu'on est tous différents, mais on va essayer quand même là, de prendre des exemples plus généraux pour essayer de comprendre comment on peut faire pour lâcher prise sur notre anxiété, là, finalement. Donc, le but de mon atelier, on va le voir, ça va être de comprendre des concepts, oui, de lâcher prise, mais de d'autres mots qui se ressemblent, mais qui ne sont pas exactement la même chose. D'apprendre à être résilient, apprendre à accepter la situation, à accepter nos difficultés, accepter les pensées anxieuses, de lâcher prise sur ces difficultés-là, puis d'apprendre à avoir un peu d'autocompassion pour nous-mêmes. On a tendance des fois à tout regrouper ces beaux thèmes-là ensemble, mais ils ont tous leurs différences, puis on va voir que quand on apprend à gérer ces 4 thèmes-là, bien, on arrive tranquillement à gérer un petit peu plus notre anxiété. Puis on va revisiter certaines techniques de lâcher prise. Je dis revisiter parce que pour la majorité d'entre vous, c'est des choses que vous connaissez, tout comme la dernière conférence, quand je vous l'ai donnée, des techniques de gestion du stress, techniques de gestion de l'anxiété, c'est des choses que vous connaissez, que vous faites déjà. Il y a des fois que des ateliers comme aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ça vous rappelle peut-être certaines techniques que vous avez oubliées, que vous allez laisser de côté, que vous n'utilisez pas depuis longtemps. Donc, je vous invite à peut-être remettre certaines techniques finalement là, au goût du jour. C'est quoi le lâcher-prise? On va commencer avec les définitions là, de chacun des termes que j'ai proposés tantôt. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est pas, en tout cas, ce n'est pas rien faire ou rien en avoir à faire de la situation. C'est pas ça du tout, lâcher-prise. Je donne des exemples, c'est de non-lâcher-prise. Tant pis, ça n'a pas marché, sous-entendu comme d'habitude, de toute façon, j'ai la poisse, ça ne marche jamais. Ça, c'est pas du lâcher-prise du tout. Vas-y, laisse tomber, t'as raison. On entend ça souvent après une chicane, on chicane avec notre chum. Ah, puis laisse donc faire, c'est correct, t'as raison dans le fond. Ça non plus, c'est pas lâcher prise. On n'appelle pas ça le lâcher prise. Ça sous-entend, bon, je suis trop fatiguée, je suis tannée de m'astiner avec toi, ou je suis trop intelligent pour des enfantillages. C'est pas du lâcher prise, ça. Au fond de nous, on résiste, on est en colère, on est abattu quand on dit des commentaires comme ça. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on ne l'a pas accepté, puis on n'est pas du tout dans le lâcher-prise. C'est quoi le lâcher-prise? En fait, c'est se concentrer sur ce qui nous arrive au moment présent. Que ce soit, les exemples sont assez bons, c'est des exemples de la vie de tous les jours. Hein? Un pneu crevé, une file d'attente qui s'éternise, qui est super longue, une personne qui nous insulte. En se concentrant sur ce qui se passe maintenant, sur notre moment présent, on essaie de faire taire nos petites pensées anxieuses. Fait qu'on juge pas, on juge pas du tout la situation dans laquelle on vit la difficulté. On commente même pas la situation, on l'argumente pas, on la chiale pas, on fait juste la vivre, on l'observe. C'est ça le lâcher-prise. Ça a l'air facile dit comme ça, c'est extrêmement difficile dans le concret, mais ça se pratique. Puis surtout, on est capable, avec la pratique, de se raisonner. Quand on commence à être trop dans nos pensées anxieuses puis que ça prend trop de la place, il faut apprendre à mettre un bouton stop, à se raisonner puis à revenir à ça. Puis à se dire justement, à apprendre à se dire à notre petit hamster qui roule, lâche prise. Puis on n'oublie pas, le lâche prise, c'est pas abandonne. Lâche prise, c'est
lâche prise sur le petit hamster qui roule, reviens au moment présent, observe qu'est-ce qui se passe là, présentement. Il y a des obstacles au lâcher prise. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas facile de lâcher prise. C'est quoi les obstacles? Notre pessimisme. On a tendance, spécialement les personnes anxieuses, on va avoir tendance à être très pessimiste dans la vie. Ça s'apprend depuis souvent notre jeune enfance. Mais l'exemple que je donne, on imagine une personne qui, depuis son enfance, s'est toujours fait dire par son père « C'est bien, mais tu aurais pu faire mieux. » À l'école, là, « Ah ben, bonne ta note, c'est pas super, mais tu aurais peut-être pu faire mieux. » À chaque fois qu'elle ramène un résultat scolaire ou sportif à la maison. Elle a appris par ses répétitions que, quels que soient les résultats, c'est jamais assez bon, puis ça sera jamais assez bon. Ça, c'est ce que la personne aperçoit finalement. Ça ne veut pas dire que c'est ça que le parent veut donner. La personne va se sentir éventuellement impuissante face à n'importe quelle situation où est-ce qu'elle va être évaluée, parce que c'est ce qu'elle a appris finalement. Cet état-là va l'amener à garder une attitude résignée, une attitude passive, une attitude pessimiste, parce qu'elle n'envisage pas de possibilité ou d'espoir de voir changer les choses, parce que c'est ce qu'on a appris. Fait que cette impuissance-là qu'on a acquise dès notre enfance pour le négatif, pour le pessimisme, ça en est un obstacle au lâcher-prise. C'est très difficile de lâcher prise dans ce sens-là. Je pense que ce qui est important, c'est de s'en rendre compte. C'est de se rendre compte de notre construit depuis qu'on est jeune. Puis à partir de là, on est capable d'apporter tranquillement des changements. Il est possible pour une personne dite pessimiste, de nature pessimiste, d'apprendre avec une psychothérapie qu'on appelle une psychothérapie positive, d'apprendre à introduire l'optimisme, puis de lâcher prise sur notre impuissance finalement. Autre chose qui rend le lâcher-prise difficile, c'est nos croyances limitantes qu'on a acquises dans notre enfance. Croyances limitantes, c'est un processus mental par lequel une personne va croire dur comme fer à une idée ou une opinion. Puis ça, là, on pourrait en avoir plein d'exemples. On grandit là-dedans. La société nous amène vers ça aussi. L'exemple que je donne, on imagine une mère qui réconforte son enfant, protège l'enfant à chaque fois qu'ils vont dans un ascenseur. À chaque fois qu'ils vont être dans l'ascenseur, elle va dire « Pas peur, je suis là, il va rien t'arriver. » Puis la mère a fait ça de toute bonne foi, là, a fait ça vraiment par amour pour son enfant. Par contre, ce que l'enfant comprend de ça, puis intègre, c'est que les ascenseurs peuvent être dangereux, mais qu'en plus, pour éviter le danger, il a besoin de sa mère ou au moins d'être protégé par une personne aimante et rassurante. L'exemple, en fait juste démontrer que plus qu'on est attaché, plus qu'on croit en la parole d'une personne ou, si on va plus large, d'un média, parce que là, c'est un exemple vraiment précis avec une personne, mais la société nous envoie des croyances persistantes comme ça, là. Plus qu'on intègre nos croyances au point de les approprier, si elles nous sont régulièrement répétées. Puis ça, c'est très difficile de se sortir de ça parce que dans notre tête, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est la façon que je me suis fait élever, c'est naturel, c'est limite naturel, tu sais. Une technique qui est possible pour se libérer de nos croyances limitantes, c'est le PNL, la programmation neurolinguistique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, on pourra peut-être en reparler à la période de questions si c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. C'est une super belle technique. Puis je pourrais vous donner des exemples un peu plus tard. Ouf, c'est petit, hein? Je suis désolée, j'aurais dû mettre ça sur une coupe de pages. Il y a des techniques pour apprendre à lâcher prise. Par contre, on va essayer d'aller dans le plus positif. Oui, il y a des obstacles, on le sait que c'est pas facile, mais une fois qu'on a pris conscience de notre pessimisme, une fois qu'on a pris conscience de nos croyances, je pense que c'est important qu'on essaye de stimuler un peu le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à lâcher prise? On n'oublie pas, ma définition de lâcher prise, c'est apprendre à observer la difficulté sans la juger. Donc, je donne un exemple bien concret. On a un meeting super important de travail à 9 h. On habite à Saint-Jérôme. Le meeting est à Montréal. On est pogné dans le trafic. C'est une tempête de neige. Là, l'anxiété va monter. Puis, limite, on va avoir de la difficulté à la contrôler, cette anxiété-là.
Le lâcher-prise, dans un exemple comme ça, c'est... Puis ça va être différent, je vais la reprendre avec mes autres termes, hein, d'être résilient, d'accepter puis d'avoir de l'autocompassion. Mais le lâcher-prise, si on prend cet exemple-là, ça va être de juste vivre ce moment-là présent, d'observer la difficulté qu'on vit. Fait que ça, c'est une première étape, si on veut. Fait qu'on s'arrête, on écoute notre petit hamster, mais on s'arrête, on l'observe, ce petit hamster-là, on les ressent, les sensations du corps. Pour le lâcher-prise de façon plus générale, les techniques qu'on peut utiliser pour aider à essayer de le stimuler puis de le pratiquer, ça va être de stimuler nos émotions positives. Plus qu'une personne est heureuse, plus qu'elle aime être heureuse, puis plus qu'elle aime être heureuse, plus que la personne est heureuse. C'est assez évident. Puis plus qu'on est heureux, bien, plus que c'est facile de lâcher prise. Fait qu'il est possible d'accroître nos émotions positives en s'exerçant à les éprouver davantage. Vivre des émotions positives, ça élargit nos possibilités, ça nous permet de focaliser notre attention sur un nombre plus important d'actions possibles à réaliser. C'est important de stimuler les émotions positives, mais c'est important de les exprimer, tout comme les émotions négatives également. Beaucoup plus facile de lâcher prise quand on ne garde pas tout en dedans, quand ça sort finalement. Ce que j'ai inscrit, là, je viens de le dire, c'est l'expression orale, mais l'expression écrite peut être aussi très, très bénéfique. Puis moi, c'est un conseil que je vous donne pour apprendre à lâcher prise quand vous vous sentez submergé d'émotions. Ça, ce sera un prochain sujet, prochaine conférence, la fameuse gestion de nos émotions. Mais d'apprendre à écrire nos émotions, ça nous permet de contempler le moment présent puis d'observer ce qu'on est en train de vivre. Fait qu'on est en plein dans le lâcher-prise, même si on n'a pas l'impression que c'est ça pendant ce moment-là, parce qu'on est submergé par les émotions, mais d'être capable de le mettre à l'écrit, ça peut être un super bel exercice. J'en ai parlé, si mes souvenirs sont bons, j'en ai parlé à la dernière conférence, de multiplier ces expériences de flow. Le flow, je vous le répète pour ceux qui étaient là, puis je vous l'explique pour ceux qui n'étaient pas présents à cette rencontre-là. Quand on vit un moment de flow, un exemple que j'aime bien donner, là, c'est quand on réussit à être pendant un certain temps, pendant un court moment, quand on se sent à 100% bien, que le hamster n'est pas présent, il est à côté, on ne l'entend plus, on est juste dans un bien-être, ni euphorique, juste calme, puis on est capable de contempler le moment présent puis de l'apprécier. Tu sais, quand on est sur le bord d'un feu avec notre guimauve, là, puis là, il fait ni chaud ni froid, on est juste bien, ça sent bon, on est avec nos amis, puis que là, on lâche un soupir de « Ah, wow, on est-tu bien en ce moment? » Ça, pour moi, c'est vraiment un exemple de moment de flow. On en vit tous. On en vit à différents degrés. Il y en a qui en vivent plus que d'autres. Il y en a qui ont cette facilité-là aussi de s'arrêter, de contempler la vie. Puis puis il y en a beaucoup qui sont jaloux de ce type de personnes-là. Oui, donc, toi, t'es donc bien contemplatif. Excusez, c'était pas facile, ce mot-là. Puis, mais ça se développe, ça. Puis je vous encourage à le faire parce que pendant ce moment-là, on ne peut pas être plus dans un moment présent puis de lâcher prise sur tout ce que le petit hamster aurait bien envie de nous dire. Mais au moment présent, même si ça dure 1 minute, 2 minutes, plus qu'on s'exerce à le vivre, un moment de flow comme ça, donc on se force un peu, entre autres, à devenir contemplatif, plus qu'on va apprendre tranquillement à lâcher prise. Qu'est-ce que je vous dis d'autre là-dedans? Là, je suis allée un peu de... Il s'agit de se lancer dans des actions qui trouvent... Oui, ça, je trouve ça intéressant. On essaie de faire des actions on va trouver un juste équilibre entre un degré de challenge, mais aussi notre niveau de compétence puis notre capacité à la réalisation du challenge. Fait qu'un moment de flow, il va être dans un moment contemplatif, comme j'ai dit tantôt, l'exemple du bord du feu, mais ça peut être aussi quand on se lance nous-mêmes un petit défi, mais qu'on le sait qu'on va être capable de réaliser. Donc, le sentiment de satisfaction qu'on vit après, vu que c'était un défi qui était surmontable, qu'on n'a pas eu de l'anxiété avant à
à se dire, bien, je le réussirai pas, je le réussirai pas, bien, c'est là-dedans qu'on est capable de le vivre, notre moment de flow, finalement, après. Là. C'est bon. J'aime bien une phrase, parce que je pense que tu veux que je passe à la prochaine, mais l'autre, lâchons prise de cette part de passer à l'action en lançant régulièrement des défis. Tout à fait. Oui, je la trouve importante, c'est effectivement. Lâcher prise du perfectionnisme qui nous incite à viser trop haut des fois, puis à éviter la peur puis la frustration. Ça fait quand même partie beaucoup de l'anxiété. Hein? On en parle régulièrement de notre anxiété de performance. Des fois, des anxieux de performance, ils vont avoir tendance à ne même pas vouloir réaliser notre challenge parce que on a peur de ne pas réussir, on a peur mais finalement, on va l'abandonner avant même d'essayer. Puis ça nous évite, en fait, ça nous empêche de vivre les moments de flow qu'on pourrait vivre. Finalement, c'est ces fiertés-là de réaliser. Mais le but, c'est de peut-être, pour toute personne de nature plus anxieuse, c'est peut-être d'aller avec des challenges peut-être moins gros, commencer avec des plus petits challenges, puis de pouvoir être fier là, d'avoir réalisé ces défis-là. Je pense que les questions vont être à la fin. Oui. Oui, c'est la dernière fois, c'est comme ça qu'on avait fonctionné. Note là où c'est bon. Merci. D'autres techniques pour apprendre à lâcher prise. Identifier ses forces. J'en ai parlé aussi la dernière fois. Ça va faire partie aussi de la conférence Estime de soi. Hein. Plus qu'on a une forte estime, plus qu'on a une forte confiance en soi, plus qu'on est capable moins en fait que les pensées anxieuses généralement deviennent envahissantes. Puis pour augmenter notre estime de soi, faut utiliser nos forces. Il faut utiliser nos compétences. Puis, de cette façon-là, on est capable aussi d'apprendre à lâcher prise. Puis, je vous ai mis un site Internet, je ne sais pas si vous le voyez, là, www.viame.org. C'est une classification des 24 forces de caractère là, de façon générale. Je trouve ça super intéressant comme test à aller faire parce que à partir de ce test-là, ils nous disent, bon, bien, tu es de tel type de personne, voilà les activités dans lesquelles que tu pourrais peut-être essayer de t'accomplir qui va pouvoir faire en sorte que ça va augmenter au maximum ton estime. Puis en plus, une fois qu'on identifie nos forces, parce que là, c'est 24 forces, mais je pense que c'est quand on fait le test, c'est à peu près 4-5 forces là, qui nous identifient. On a plus de chances de vivre des moments de flow parce que, comme je vous disais tantôt, on essaie de choisir des challenges selon nos compétences, selon nos forces. Donc, on va essayer de trouver des challenges qui vont selon nos vertus, là, finalement. La dernière technique que je vous propose pour apprendre à lâcher prise, c'est de développer notre capacité d'adaptation grâce au coping. Le coping, c'est un processus permettant de faire face aux difficultés puis au stress provoqué par le manque de lâcher prise, mais à un instant précis, celui de l'événement même. Fait que là, je pourrais reprendre l'exemple que je vous ai donné je suis prise dans le trafic avec une tempête de neige, puis je m'en vais vers mon meeting que clairement je vais manquer. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait essayer des techniques de coping. Il existe plein de facteurs qui facilitent travailler à résoudre le problème. Tu sais, je veux dire, pour toute personne de nature anxieuse, je pense que c'est quelque chose qui va venir naturellement. On le sait, hein, pour essayer de gérer notre anxiété du moment présent, on essaie de trouver une solution. Des fois, la solution n'est pas là, mais ça reste quand même. Travailler fort pour réussir à trouver une solution. Se centrer sur le positif. Bon, des fois, là, ça a l'air un peu fou, là. Cet exemple-là, je suis pognée dans le trafic, j'arrive pas au meeting. Mais bon, est-ce qu'on est capable de trouver du positif? Tu sais, le but de tout ça est toujours d'essayer de calmer cette petite voix-là, ce petit hamster-là. Hein? Fait qu'on se concentre sur d'autres choses. Y en a-tu du positif là-dedans? D'avoir manqué mon meeting, finalement, je verrai peut-être pas... un collègue qui me rendait anxieuse puis que ça me tentait pas de le voir un matin, bien, regardons, au moins, peut-être que j'aurais skippé cette partie-là, tu sais. Là, je donne des exemples comme ça, là. Se détendre, ça a l'air facile aussi, dit comme ça, dans une situation qu'on est dans le trafic, dans une tempête de neige, mais je pense qu'il faut apprendre à se forcer aussi pour mettre de la musique, mettre de la bonne musique, quelque chose qui nous détend, faire des techniques de respiration, etc., se divertir, faire de l'activité physique. Bon, voilà, dans mon exemple, ça n'a pas trop rapport, là, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est tous des exemples de
essayer de développer notre capacité d'adaptation avec le coping. Faire face à la difficulté, comme je disais, prendre quelques instants pour respirer, aller marcher, faire des exercices, dormir, se reposer, revenir après ça encore en quête de solutions, demander de l'aide, ou nous investir dès que possible dans des actions qui donneront un sentiment d'utilité puis vont conférer du sens à ce que nous venons juste de vivre. Fait que des fois, tout ça, là, tout ce gros paragraphe-là pour dire que quand on est face à une difficulté, pour apprendre à lâcher prise de cette difficulté-là, oui, on peut être dans la recherche d'action. Ça fait partie du lâcher prise. C'est drôle à dire, mais c'est ça le coping, finalement. J'ai un tableau qui résume un petit peu la perte de contrôle et la reprise de pouvoir, en fait, quand on parle de lâcher prise. Fait quand on vit une situation difficile, peu importe c'est quoi la situation difficile, on est toujours face à deux choses. Soit on a un pouvoir sur la situation, ou soit on n'en a pas de pouvoir, on n'en a pas de contrôle. Dans un exemple qu'on aurait du contrôle sur la situation, sur cette difficulté-là, on a deux autres choix. C'est soit prendre action ou ne pas prendre action. Donc, c'est facile quand on a le contrôle et qu'on prend l'action. On a la maîtrise de la situation, on s'assume, on se responsabilise face à la difficulté. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne un sentiment de fierté. Puis, ce sentiment de fierté-là augmente notre estime de soi. C'est un peu comme je parlais tantôt, là, notre cercle vicieux. Par contre, si on a du pouvoir sur la situation, mais face à la difficulté, à cause de notre anxiété, je prends pas action, je fais rien, bien là, c'est pas mieux, on est dans la fuite. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont tendance à se victimiser. Qu'est-ce que ça fait? Automatiquement, ça nous donne un sentiment d'échec. Puis, bien, ce sentiment d'échec-là fait baisser notre estime de soi. Puis, bien, je pourrais même rajouter une autre flèche par en bas. Ça augmente nos pensées anxieuses, puis on reste dans notre cercle vicieux. Il y a des situations, il y a des difficultés où est-ce qu'on n'en a pas de contrôle. Puis ça, c'est de façon générale quand même. On n'a souvent pas de contrôle sur ce qui est en train de nous faire vivre de l'anxiété. Encore, les mêmes deux choses qu'on peut faire. On peut prendre action. Quand on n'a pas de contrôle, on peut quand même prendre action. Mais on risque d'être dans l'acharnement. Puis d'être dans l'acharnement, bien, je vais peut-être agresser autrui, je vais m'agresser peut-être moi-même, puis je vais être dans l'impuissance, là, on s'entend. Puis qu'est-ce que ça va faire de se sentir impuissant? Bien, ça diminue notre estime de soi. Et dans le contraire, puis c'est tout ça pour venir à cette partie-là, ne pas prendre action dans un contexte où est-ce que je n'ai pas le pouvoir, c'est ça le lâcher-prise. Puis quand on arrive à lâcher prise, donc je viens de le dire, hein, j'ai pas de contrôle sur ma difficulté, sur la situation qui m'amène une difficulté, je ne prends pas action, donc je ne m'acharne pas sur la situation parce que j'ai pas le contrôle, je l'accepte, je l'observe, je la vis, bien, on va vivre un certain sentiment de sérénité avec ça, éventuellement, ce qui va faire augmenter notre estime de soi. Donc là, on retourne dans un autre cercle vertueux. Je vous ai mis quelques petites images que vous avez peut-être vues passer sur les réseaux sociaux. Là, il y en a beaucoup qui ont passé, surtout dans le temps du COVID. Je peux contrôler versus ce que je ne peux pas contrôler ou ce que je peux lâcher prise, qu'est-ce que je ne peux pas lâcher prise. Il y a des choses qu'on contrôle dans la vie, hein, nos paroles, ce qu'on dit, ça, on a tout à fait le contrôle. Mes relations sociales, mes amis, on contrôle ça aussi. Ce que je décide, mes décisions, on les contrôle, nos décisions. Ce que j'apprends de mes erreurs, ce que j'en fais de mes erreurs, hein, ça, on peut contrôler tout ça. Mes efforts, ce que j'écoute, ma gentillesse, toutes des choses qu'on contrôle. Qu'est-ce que je ne contrôle pas, donc, que j'essaie de lâcher prise? La maladie, ce qui s'est passé dans le passé, ce que les autres disent, ce que les autres parlent de moi, disent de moi, etc., ce que les autres disent overall, pas juste de moi. Je contrôle pas la mort, définitivement. Je contrôle pas le temps qu'il fait, je contrôle pas ce que les autres pensent, ou la méchanceté, ou les injustices, les erreurs, ce qui se passe dans le monde, ou ce que les autres décident. Ça, c'est des choses qu'on contrôle pas. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on se rappelle qu'on lâche prise. Donc, qu'on observe, qu'on vit, mais qu'on met de côté ensuite. C'est un outil, ça. Oh mon Dieu, on le voit pas du tout. Je pense que ça vaudra la peine peut-être cet outil-là de
de l'imprimer peut-être même, puis de le donner dans les ateliers que vous donnerez la semaine. POC, dans le fond, c'est un outil qui a été utilisé là, en santé mentale pour justement déterminer un peu c'est quoi la peur, c'est quoi la culpabilité, dans le but de lâcher prise. Là, je vais avoir de la misère à vous le lire, là, mais peut-être si on l'imprime, on peut passer. Ma dernière image, je trouve que c'est une image qui est quand même forte, là, puis j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'utiliser, moi, en suivi, parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui vont avoir tendance à aimer contrôler, à avoir besoin de contrôler, parce que ça nous fait... On reste dans une routine, on sent que, justement, le sentiment d'avoir le contrôle sur une situation peut, des fois, apporter un bien-être au niveau de notre anxiété, mais ça peut aussi et souvent être vraiment le contraire. Fait que j'utilise souvent cette image-là que je trouve forte quand la personne, j'ai l'impression que souvent, elle s'astine avec la difficulté, elle s'astine avec la... Puis on l'a vu, hein, l'acharnement, quand on n'a pas de pouvoir sur la situation, quand on manque de contrôle, c'est ça que ça donne. Fait qu'on peut bien s'accrocher, mais lâcher prise, ça peut être beaucoup plus facile là, aussi. Donc ça, c'était sur les définitions avec des techniques de lâcher prise. Là, je voulais qu'on parle, comme je vous avais dit, aussi des autres termes qui sont complémentaires, finalement, au lâcher prise. L'acceptation. L'acceptation, ce n'est pas exactement le lâcher prise. L'acceptation, la définition, c'est une capacité à accepter ce que la vie nous propose sur notre route. Bons et moins bons événements, belles et moins belles émotions. Un moyen de libérer psychologiquement qui consiste à se détacher du désir de maîtrise. Ça revient aussi à faire le deuil de certaines habitudes puis accepter le changement. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de renoncer aux moyens de résultat. Il ne s'agit pas de renoncer aux résultats, mais de renoncer aux moyens de l'atteindre, d'en trouver des fois des nouveaux. Petit exemple bien simple. C'est quoi l'acceptation? Il pleut. Oui, il pleut. C'est pas « j'aime pas la pluie, j'aurais voulu qu'il pleuve pas, ma journée serait donc bien plus belle s'il pleuvait pas, ma journée est foutue, il pleut toujours, tous les jours c'est comme ça, pourquoi il pleut quand je veux qu'il fasse beau, etc. » L'acceptation, c'est « il pleut, effectivement il pleut. » Puis quand on accepte la situation, on la voit tellement, la situation, la difficulté, notre défi, notre obstacle, le fait de l'accepter, elle est tellement moins lourde, tellement moins grosse, est tellement moins présente dans notre vie versus que quand on ne l'accepte pas, qu'on la voit comme une montagne. L'autocompassion, c'est un terme que j'aime particulièrement puis que je trouve que chaque humain, on devrait l'apprendre dès notre jeunesse à avoir une autocompassion envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes, ça dit la même chose. L'autocompassion ne consiste pas à se dire que nous sommes meilleurs que les autres. Il s'agit d'accepter la réalité. Peu importe à quel point nous aimerions penser que nous sommes différents, que nous sommes meilleurs ou bons, peu importe, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Le fait d'être humain, c'est qu'on va tous faire face à des échecs. On va tous faire face à des déceptions, à des pertes, à des deuils à un moment donné dans notre vie. En acceptant qu'on est imparfait, on peut changer notre voix intérieure en une voix de soutien, une voix d'acceptation, de compassion. En conséquence, notre cerveau va produire beaucoup moins de l'hormone là, que je vous avais parlé à la première rencontre, les hormones du stress, l'hormone du cortisol, afin qu'on puisse se sentir mieux puis faire face finalement aux difficultés. L'autocompassion, c'est être gentil, être compatissant avec nous-mêmes, même quand on se sent en échec, même quand on se sent souffrant, même quand on se sent inadéquat dans une situation. Puis je trouve que pour une personne de nature anxieuse, la première chose à apprendre, c'est à avoir de l'autocompassion pour nous-mêmes. Parce qu'on a tendance à beaucoup se taper sur les doigts, on ne comprend pas pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on a telle pensée, fait qu'on se blâme énormément. Il ne faut pas oublier que l'anxiété, le pourcentage de la population, puis ça, il faut se le répéter. Il y en a, c'est présent, on n'est pas toute seule. Je pense que dans la salle ici, on est là pour ça, là, on le voit. Il faut apprendre pas juste à l'accepter, pas juste à lâcher prise, mais aussi à avoir de la compassion pour ça.
Des études montrent que des personnes qui pratiquent l'autocompassion ont une santé mentale puis une résilience émotionnelle beaucoup meilleure. Ils se sentent connectés aux autres, ils souffrent moins de dépression, moins d'anxiété, moins d'autocritique. Fait que, hein, voilà, ça résume bien. L'avantage de l'autocompassion, c'est d'assumer la responsabilité de nos actes puis de ne pas blâmer les autres. Fait qu'on n'est pas dans l'acharnement, on n'est pas dans la fuite, on est dans l'acceptation. Comment je fais pour avoir de l'autocompassion? C'est bien beau, mais c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on essaye? Puis c'est toujours en pratique, je pense. Hein? Puis ça, c'est des choses qu'on pourra voir, on va le voir un peu plus tard, mais de faire par soi-même, c'est pas toujours facile. Vous pouvez vous faire accompagner d'un professionnel de la santé aussi, là, de la santé psychologique pour apprendre à avoir de l'autocompassion. Dans une première étape, pour essayer d'avoir de l'autocompassion, on peut commencer par identifier, exprimer ce qu'on ressent. Toujours face à la difficulté. Fait que je vis une difficulté X, ben je l'identifie, l'émotion que ça me fait ressentir, puis je l'exprime par écrit, verbalement. Par exemple, je suis triste, je suis contrariée parce que je viens d'apprendre que ma mère est malade. Il faut accepter puis valider ce qu'on ressent aussi. Il n'y a rien de mal à se sentir comme ça, car d'autres personnes se sentiraient aussi tristes et en colère. Il faut se rappeler qu'on n'est pas toute seule, mais plutôt, à cause de ça, on est connecté à ce que d'autres vivent. Ça fait partie de l'être humain de ressentir ce genre d'émotion-là, d'être triste, d'être en colère contre la vie. Tout le monde se sentirait comme ça à un moment donné, c'est normal. Il faut se rappeler que le fait qu'on a mal en ce moment, ça ne signifie pas qu'on est une mauvaise personne. On est humain, on est imparfait comme tout le monde. C'est correct de ressentir aussi ces émotions-là. Il faut apprendre à se donner un peu d'espoir, hein? À se donner du courage, puis toujours de se parler, d'apprendre à se parler. Je vais passer à travers ça, c'est correct, c'est pas grave, on va l'avoir ensemble, on se parle, on s'auto-parle. Dites-vous la même chose que vous diriez pour réconforter une personne qui vous tient à cœur. Ça, on oublie des fois dans l'autocompassion. On va avoir tendance à toujours penser aux autres, à toujours être sympathique avec les autres, à protéger les autres, mais on se le dit rarement à nous-mêmes. Puis c'est important, ça, d'apprendre à se le dire aussi à nous-mêmes. Je suis une bonne personne, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, là. Faut se le rentrer, ça, là. Apprendre à être reconnaissant pour ce qu'on a. J'ai la chance d'avoir, dans cette pratique-là, ce que je propose beaucoup à mes usagers, c'est de, tous les soirs, d'avoir des gratitudes, de se coucher, puis de se donner entre 1 et 3 gratitudes de notre journée. Pourquoi que je suis bien, qu'est-ce que j'ai bien réussi, quelqu'un m'a dit quelque chose de réconfortant, peu importe la gratitude, on est tout le temps capable d'en trouver une. Puis ça peut être quelque chose de très général, comme je me couche ce soir puis je suis encore en bonne santé. Juste ça, c'est déjà une belle gratitude à avoir. Ça nous apprend, veut pas, à avoir de l'autocompassion, d'être capable de nommer des gratitudes. Puis finalement, au bout de tout ça, là, quand on vit la situation difficile, qu'on l'a nommé, qu'on est capable de se parler, de se primer, bien, on passe à autre chose. Puis ça, je sais que c'est la partie qui est le plus difficile pour les anxieux de façon générale. Passer à autre chose, puis faire des choses utiles. Ça peut être, justement, un soir, je vais me coucher plus tôt, je vais me faire un beau repas, puis cette semaine, je vais me mettre un petit défi, je vais sortir tous les jours prendre une marche. C'est quelque chose du genre. Finalement, le dernier concept pour faire un topo du lâcher-prise, c'est la résilience, apprendre à être résilient. La résilience, c'est une capacité qui nous oriente vers l'avenir, vers l'espoir, vers une force d'esprit incroyable. Mais avant tout, ça nous impose d'agir. Être résilient signifie qu'une personne est capable de continuer à vivre sans perdre le contrôle ou sans se sentir débordée, malgré la douleur, malgré les circonstances négatives de la vie. On peut reprendre sa vie à zéro après un coup dur, après avoir tout perdu. Il y a plein de facteurs qui contribuent à forger la résilience. Le fait d'avoir des belles relations significatives, définitivement, ça va nous aider. D'avoir une bonne famille, d'avoir des bons collègues, un travail qu'on aime, etc., d'être bien entouré. C'est sûr que ça, c'est des choses qui aident à être résilient, c'est définitif. Il est important d'avoir la capacité de faire des plans réalistes, de bien discerner la démarche,
d'avoir une vision positive de soi-même, puis de posséder la capacité à gérer des émotions fortes et des impulsions avant de se dire... C'est toutes des étapes, je pense, que ce que je vous ai amené tantôt, apprendre à lâcher prise, apprendre à accepter, à avoir de l'autocompassion, c'est généralement les étapes avant l'étape ultime de la résilience, de pouvoir dire qu'on est résilient. Là. Donc, finalement, on développe la résilience avec une estime de soi solide, un bon entourage, mais aussi en apprenant à lâcher prise, à accepter ce qui nous arrive, puis à avoir de l'autocompassion. Fait que la résilience, c'est comme un peu le but ultime. Pour moi, la résilience chez Phobie Zéro, c'est pas juste d'accepter d'être de nature anxieuse, pas juste de lâcher prise sur la situation quand elle est plus hors de contrôle, c'est aussi de voir le côté positif de ça. Puis pour moi, c'est ça la résilience, c'est de se dire, bien, de par ma nature anxieuse, je suis peut-être aussi une personne qui est beaucoup plus minutieuse, créative, à l'écoute des autres, à l'écoute de mes émotions. Pour moi, être de nature anxieuse n'est pas que du négatif. Puis c'est pour ça, pour tout autre problème de santé psychologique, mais aussi j'en parle beaucoup quand j'ai des patients qui sont TDAH, il y a plein de beaux côtés aussi à être TDAH. Donc, il faut apprendre à être résilient, finalement, dans la vie, de l'accepter puis d'avoir de l'espoir que malgré cette nature-là, bien, c'est pas grave, on est capable de lâcher prise, de l'accepter, puis on se donne une petite tape d'autocompassion une fois de temps en temps, là. Des fois, le lâcher prise, c'est difficile de faire ça par soi-même. Là, je vous ai donné pas mal d'exemples depuis tantôt. Mais on peut demander de l'aide aussi pour aller un peu plus loin. Puis, tu sais, en suivi thérapeutique, que ce soit en psychothérapie avec un psychothérapeute, un psychologue ou une travailleuse sociale, ce que nous, on va faire, c'est étape après étape, on va y aller avec un plan d'intervention, puis on va se trouver des objectifs pour apprendre justement selon votre besoin, si c'est d'augmenter votre estime de soi, d'apprendre à avoir de l'autocompassion, etc. Donc, des fois, ça peut valoir la peine de communiquer avec le 811 si vous voulez être référé à votre CLSC ou de consulter votre programme d'aide aux employés ou d'aller sur les sites là, des ordres professionnels si vous voulez avoir un professionnel dans le privé. On parle aux médecins de famille aussi. Des fois, dans les cliniques des médecins de famille, il y en a des professionnels. Puis c'est sûr que de venir dans des groupes aussi comme ça, tranquillement, vous allez apprendre à en avoir de l'autocompassion parce que c'est des choses que vous allez parler semaine après semaine, même si on ne met peut-être pas tout le temps le mot sur ce mot-là, vous le vivez quand même, là, d'apprendre à... Vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans le lâcher-prise, puis vous êtes au beau final de tout ça, dans la résilience. Puis peut-être vous en rendez même pas compte, mais vous êtes là-dedans. Là. Juste avant de répondre aux questions, je voulais juste refaire un petit point sur ce que Daniel disait tantôt. Hein. Oui, le suivi thérapeutique en individuel peut vous donner un coup de pouce pour apprendre à gérer vos pensées anxieuses puis apprendre à lâcher prise sur ces difficultés-là. Puis pour moi, le complément du groupe dans la communauté, c'est qu'on est dans le maintien. Quand on parle d'un suivi, c'est qu'on va être dans l'apprentissage, on va travailler des objectifs pour vous amener du changement. Puis de pouvoir participer à des groupes comme ici, c'est qu'on va essayer de maintenir ces changements-là en venant chaque semaine, en discutant, en ventilant, en donnant notre expérience, en apprenant des autres aussi. Fait que c'est un beau complément, les deux ensemble. Je trouve que c'est super important. Ah oui, je vais pouvoir l'enlever. Merci. Merci. Donc, je suis là pour vos questions. Allez-y. On peut peut-être commencer avec vous. Tu parlais du flow. Oui. Multiplier ses expériences de flow. Oui. La première fois que j'entends ça. Oui. De ce que j'ai compris, c'est des moments de bien-être. C'est vraiment juste de prendre conscience. Tu peux être assis à côté de ton chum et te dire, mon Dieu, on est-tu bien? Oui, exactement. Moi, j'ai commencé à faire de la méditation pleine conscience. Mm-hmm.
c'est ça un flow? Parce que ça, c'est organisé. On peut en vivre. C'est pas grave. On peut vivre des moments de flow organisés. On peut vivre des moments de flow voulus, si on veut, là, tu sais. Mais le but de tout ça, c'est que pendant un instant dans notre journée, on est capable de contempler le bien-être dans notre corps, dans notre tête. Fait que peu importe le moyen qu'on a pris pour ça, que ce soit avec un bon verre de vin sur le bord du feu, ou que ce soit en méditant, ou que ce soit en regardant un bon film, ou d'écouter de la musique, peu importe, ou d'être en voyage, de regarder un paysage incroyable. Ça, c'est comme l'exemple la plus facile, la plus flagrante, quand on se paye un super beau voyage, puis que là, on vient en plus, là, notre moment de flow, hein, je l'ai dit, avec un petit challenge, là, fait qu'on vient de faire une super randonnée, pas trop difficile, mais juste assez challengeante. Puis là, on arrive, puis on a un point of view incroyable en hauteur. Là, 100% des gens vont faire « Wow! Mon Dieu, c'est donc bien beau! » Puis ça, c'est sûr que c'est un exemple là, extrême parce qu'on ne vit pas ça tous les jours. Là. Mais d'être capable, même avec de la méditation, parce que veux pas la méditation, c'est souvent un challenge pour bien des gens, c'est pas facile à faire. Fait que de se donner ce défi-là, puis d'être capable de décrocher complètement, puis de se dire « Hey, là, je suis bien en ce moment », certainement que c'est un moment de flow. Tant mieux si c'est accessible en plus. Bien, c'est parce que je trouvais que c'était comme organisé, contrairement aux exemples que tu c'est pas grave. Très bonne, là. Mais tu sais, j'ai de la misère, moi, dans ma vie, à voir le beau, là, tu sais. Ouais. Fait que, là, de ce temps-là, je commençais ça, mais c'est vraiment, tu sais, OK, là, je m'organise pour faire ça, puis pour être bien là. Parfait. Je me demandais si ça faisait partie. Tout à fait, tout à fait. N'importe quoi, finalement, que vous êtes capable de le ressentir, ce bien-être-là. Mais n'oubliez pas, un moment de flow, c'est que il faut le réaliser, c'est ça, tu sais, il faut apprendre à être contemplatif, il faut apprendre à s'arrêter puis se dire ah, là, c'est le fun, là, je suis bien, là, c'est beau, là, c'est... Puis des fois, puis souvent, c'est comme des yeux d'enfant. Hein? Les enfants vont l'avoir vraiment plus facilement. En adulte, on le perd un peu, on l'oublie. Justement, notre anxiété devient souvent trop envahissante, puis on oublie de le faire. Il faut revenir un peu à l'enfance, puis reprendre cette habitude-là d'être capable de s'arrêter pendant une couple de minutes, puis de juste contempler. Puis des fois, c'est de contempler des choses bien, bien simples. Là. C'est pas obligé d'être tout le temps le super voyage au Chili. Là. C'était le fun, là, mais... Oui. Justement, en continuant de parler de flow, est-ce que vous avez une liste, un contenu d'exemples que les gens, à ce moment-là, vont juste regarder et se retrouver à ce moment-là dans cette idée de flow, de moment de bonheur? Est-ce que vous avez ça dans votre banque de données? Une liste de cette flow? Non! Ça serait le fun, hein? J'ai pas ça, une liste d'exemples de flow. J'ai des exemples plus d'activités agréables qui peuvent nous amener, mais c'est parce que ce qui est difficile, c'est que c'est tellement personnel, un moment de flow, que pour chaque personne, je pense que ça peut être différent. Moi, j'ai donné l'exemple d'une randonnée parce que moi, c'est ça, mes moments de flow personnels. Moi, je suis une grande fan de plein air, puis je suis une grande fan de voyage. Fait que moi, c'est sûr qu'une journée en voyage, que je vais aller faire une randonnée, que je vais avoir un superbe point de vue, que je vais finir ça avec un verre de vin, je vais avoir vécu un moment de flow qui va durer pendant 3 heures. Puis là, je vais avoir comme reflouer un peu là, mon coffre pendant des semaines et des mois, que je vais être capable de revenir en visualisation, parce que ça, c'est des techniques que je vous avais parlé à l'autre conférence, d'apprendre à visualiser des moments de flow, justement. Ces moments-là, on est capable de les revivre, même assis ou couché dans notre lit, de se remettre dans ce moment-là, de se rappeler c'était quoi l'odeur quand j'étais là-bas, c'était quoi la sensation sur ma peau, c'était quel temps qu'il faisait, est-ce qu'il y avait un beau soleil, est-ce que j'entendais des oiseaux, de vraiment se remettre complètement dans notre moment de flow passé peut nous faire revivre ce moment de flow-là. Fait que c'est pas obligé non plus d'être tout le temps des nouveaux moments. Ça peut être revisiter des anciens moments de flow qu'on a tous vécus à la plage ou en voyage. On en a tous des moments de flow. Comme je dis, on en a tous. On a tendance peut-être à les perdre un peu adultes ou à prendre moins le temps de les contempler.
Puis il faut apprendre à les retrouver, à retrouver cette habitude-là de s'arrêter puis de le contempler. Puis je trouve que des exemples avec les enfants, c'est les meilleurs parce qu'un enfant qui nous accueille à la porte puis qui nous court dans les bras puis qui crie puis qui est donc bien content de nous voir, ça peut pas être un plus beau moment de flow. Ça, c'est de la pur amour, là. Ça peut être un animal aussi. Ah, ça peut être notre chien aussi, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. Je pense qu'on en a parlé un petit peu plus tard, mais des fois j'écrivais, fait que je perdais un peu. Mais de se faire un journal quotidien, ou s'obliger à écrire 1, 2, 3, je sais pas, là. Gratitude. Oui, avoir des attentes réalistes, mais de choses positives. Oui. Dans la journée. Oui. Ben moi, je le conseille beaucoup, ça. C'est quelque chose que je travaille avec quand je suis en individuel. Je le travaille, comme je disais, de se rappeler, de se coucher le soir. Puis ça peut être à l'écrit, ça peut être juste de se le mémoriser. En faisant notre méditation pleine conscience, on pourrait commencer avec, je vais me nommer trois bonnes gratitudes de la journée, je vais me prendre 3 bonnes respirations, puis après ça, je vais commencer ma méditation pleine conscience. Ça peut être un super moyen, là. Tout à fait. Après ça, aller le voir dans la journée. Ouais. À force de le faire. Ouais. Après plusieurs, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 1 mois. Ouais. Tu fais, ça, je vais l'écrire à soir. C'est vrai. Fait que tu le vis. Tout à fait. Ça peut être niaiseux comme je trouvais que mes pantalons m'allaient bien aujourd'hui. Tout à fait. Ben oui. Puis tu sais, des fois, les gratitudes, ça va nous amener vers des moments de flow aussi, d'apprendre à... On s'est fait dire, mettons, la France, là, elle s'est fait dire plein de beaux compliments. Ça, ce soir, elle va pouvoir avoir cette belle gratitude-là. Ce soir, on va dire, hey, la dose d'amour que j'ai reçue. Puis après ça, ça va être plus facile pour elle. C'est comme si tout le temps, c'est une pratique à vivre des moments de flow. Là, je suis sûre que pendant un instant, là, elle a dû vivre beaucoup de bien-être là, en elle. Mais il faut s'arrêter pendant ces moments-là, puis le gober, le manger, le prendre pour nous, ce moment-là aussi. Chose qu'on oublie des fois, adultes, de faire. Oui. C'est le mot flow que j'avais pas. Ben, oui, je sais pas pourquoi dans la littérature psychologique ils utilisent ce terme-là. Pourquoi exactement? On pourrait utiliser 2 autres termes. Oui. Extase et merveillement. Merveillement, j'aime ça, oui. En anglais, il y a une expression qui dit « go with the flow ». Glow with the flow, je pense que ça vient effectivement d'une expression anglophone, là. Tout à fait. Ouais. Go with the flow, c'est un peu aussi chill, prends ta chill pill, là. On relaxe, on accepte, on lâche prise, hein, on go with the flow. J'aime le chill pill. Ce qui m'a titillé, j'avoue, c'est le POC. Le C'est POC? quoi le mot, le POC? Ah ouais, là, Caroline, j'aurais aimé ça. En plus, Un petit résumé. je l'avais imprimé en toutes les copies pour vous le donner ce soir. Je l'ai oublié. C'est un outil qui est utilisé, en fait, puis ça donne des définitions de c'est quoi qu'est-ce qui nous empêche de lâcher prise. Donc, les peurs. Donc, il y a des exemples sur les peurs, puis il y a des exemples sur la culpabilité qui nous empêche de lâcher prise. Puis des obligations aussi. C'est ça, le P, c'est pour peur, O pour obligation, parce qu'il y a des choses qu'on est confronté dans la vie, qu'on a des obligations. Puis le C, c'est pour la culpabilité. Fait que c'est comme des pistes de réflexion à se dire, bon, mais pourquoi j'arrive pas à lâcher prise? C'est-tu parce que j'ai peur de telle chose? Puis là, c'est vraiment bien détaillé. C'est un bel outil, franchement. Parce que, dans le sens, moi, c'est le mot culpabilité que tu as réveillé qui fait comme ça. On n'en vit pas de quasiment. Oui, c'est ça. C'est ça, fait que j'ai un bagage qui me suit tout le temps. Fait que comment, en fait, si je comprends bien, cet outil-là nous permet de voir est-ce que ma culpabilité est valide. Est-ce que cette culpabilité-là, c'est ce qui est qui me bloque en ce moment dans le fait que... Parce que, tu sais, souvent, oui, on va vivre de la culpabilité, mais on se rend compte, j'en ai pas de contrôle sur la situation. Pourquoi veux-tu bien me dire que j'ai envie de la culpabilité, là? C'est même pas ma difficulté, c'est même pas ma situation. Je la vis, mettons, d'autrui. J'ai aucun contrôle. Pourquoi je lâche pas prise, là? Bon, ben c'est parce que, tu sais, au moins d'être capable de prendre un pas de recul, de l'identifier, de se le nommer. Après ça, c'est plus facile de le mettre de côté, notre culpabilité. Des fois, non, ça se travaille, ça aussi. C'est toujours des choses qui se travaillent, mais d'être capable de le nommer, c'est notre première étape, puis c'est la plus difficile, là. OK, merci. Oui. Tant qu'à moi. Une bonne élève, j'aime ça. Peur, c'est ça, le POC, j'imagine que ça se retrouve facilement sur Internet. Oui. Mais puis de toute façon, ma présentation va se retrouver aussi sur le site de Phobie Zéro.
Puis le PowerPoint va être clairement plus visible, fait que vous allez pouvoir l'avoir, l'outil, mais mettez POC, j'imagine que même dans Google Images, vous seriez capable de le trouver, là. POC, outil psychologique, là, quelque chose du genre, outil lâcher prise, là, vous serez capable de le trouver, puis c'est le même que j'ai trouvé sur Internet, moi. Ouais. Oui! Je voulais savoir aussi, par rapport à lâcher prise, parce que je travaille beaucoup là-dessus, mais depuis aussi qu'on a appris ici aussi, j'ai appris plusieurs formes de respiration, mais j'aime beaucoup la technique qu'on fait aussi. Est-ce que ça aide beaucoup pour ton lâcher prise de demander ça va? Mais tu sais, ça faisait partie des techniques de coping, hein, d'apprendre à respirer. Il ne faut pas oublier le lâcher prise, c'est que dans sa définition, c'est pas nécessairement de l'acceptation, c'est autre chose. Lâcher prise, c'est que là, en ce moment, mettons, mon anxiété monte pour X raisons. Là, je suis en train de vivre une certaine difficulté, mon anxiété monte. C'est de prendre ce pas de recul-là, je l'observe. Là. Je fais juste observer la situation. Fait que de faire des respirations, ça nous permet de faire ce pas de recul-là pour l'observer, justement. Fait que oui, c'est vraiment une bonne technique. J'ai eu un examen très important pour le fait comme une anxiété généralisée, que c'est important pour mon travail. Mais j'ai demandé à l'infirmière, je suis dans le milieu de la santé aussi, j'ai demandé à l'infirmière, je pouvais prendre 5 minutes, puis j'ai fait de la respiration aussi. Ça m'a aidé à me refocuser sur l'examen théorique pendant 2 heures, à tout expliquer, tout ça, que je n'étais pas dans le ménage, je suis comme, OK, il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Félicitations. C'est ça que j'ai fait. Félicitations. Ça m'a aidé. Ouais, j'ai réussi. C'est bien. Fait qu'on on voit que les techniques, pour moi, c'est vraiment une technique de gestion de l'anxiété, comme on avait vu la dernière fois. Tu l'as utilisé, tu as appris à contrôler les émotions que tu vivais par rapport à ça. Le petit hamster, les pensées anxieuses qui roulaient, tu as appris à le mettre de côté, à justement lâcher prise. Tu étais dans ta situation présente. On est dans le moment présent. On accepte que ça te fait sentir un peu ouf, mais on l'accepte, puis on y va, puis gars, t'as réussi. Puis au final, t'es dans l'acceptation, mais t'es aussi finalement dans une forme de résilience, tu sais. T'acceptes ta nature anxieuse, tu le sais que ça va t'apporter certains obstacles, mais tu le fais pareil. T'avances quand même. J'ai fait l'action, je m'en vais faire face à t'aider parce que durant toute la semaine, ça me chicotait, je faisais des cauchemars, je mangeais pas beaucoup, je faisais de l'insomnie. Fait que ça en faisait beaucoup, je suis non, il faut comme je dégage tout ça. Tout à fait. Mais félicitations de ne pas avoir abandonné, de ne pas avoir été dans la fuite, dans tes pensées anxieuses. Au contraire, tu les as affrontées. Tu avais le contrôle là-dessus. Oui. C'est ça aussi, hein? C'était ton examen, tu avais le contrôle sur ton étude, tu avais le contrôle sur le fait de le faire. Tu l'as fait. Et voilà. C'est ici qu'on apprend aussi, c'est ça que j'aime le Phobie Zéro, parce qu'il donne des trucs, des conseils, puis je les ai mis en pratique. J'ai même verbalisé que je faisais, c'était l'infirmière, tout ça, mais je n'étais pas gênée de dire, gars, je fais dans l'anxiété généralisée. Elle a dit, OK, c'est correct, je comprends ça. Puis, respire, prends ton temps. Même l'infirmière était ouverte. Ça fait comme une confiance de plus dans. Félicitations. Puis, je vous l'ai dit à la première conférence, puis je le redis, on peut être de nature anxieuse, mais on peut vivre aussi de l'anxiété de façon situationnelle, reliée à un moment dans notre vie. À ce moment-là, on peut vivre beaucoup plus d'anxiété, être capable de le plus contrôler à un autre moment. Pour moi, l'anxiété, c'est normal que ce soit comme ça, que ça fasse partie de la vie de 100% des gens, tout comme le stress, c'est normal, c'est quelque chose qui est très humain, là. Mais d'être capable de l'accepter, certaines personnes qui ont une nature anxieuse, on est déjà dans une très belle première étape, là. Félicitations! D'autres questions? Commentaires? La bonne élève, elle pas, non? C'est fini? Je pourrais jaser pendant 3 heures. Bon, alors je pense que ça vaut une bonne applaudissement. Plaisir.